Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des affaires stratégiques et militaires, ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes également actuellement professeur des universités associées à Sciences Po Paris et vous enseignez également la stratégie à HEC. Nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre chez Odile Jacob, un livre intitulé Devenez leader, un ouvrage qui fait suite à Viser le sommet, que vous aviez fait paraître avec Christine Kerdelan. Général Desportes, diriez-vous que notre époque où la guerre est de retour aux portes de l'Europe, où la situation économique impose de plus en plus des choix difficiles, des choix impopulaires, diriez-vous que notre époque a besoin de leaders, qu'elle en manque même? Alors je trouve qu'elle en manque effectivement. Nous manquons de leaders. Pourquoi ? Parce que l'individualisme a fait qu'il est de plus en plus difficile de diriger et que nous manquons de vision. Le grand problème de l'Europe, par exemple, c'est qu'elle manque de vision d'elle-même, elle manque d'un leader capable de la montrer aux Européens pour qu'ils en aient envie. De Gaulle a été un grand leader parce qu'il avait une idée claire, qui était la France libre, et à partir de cette idée, il est arrivé à faire converger la volonté de centaines ou de millions de Français libres. Idem pour Churchill, que vous citez également. Ah mais idem pour Churchill. Vous ne pouvez pas être un grand stratège, ce qu'ont été évidemment Churchill et De Gaulle, si vous n'êtes pas un grand leader. Parce que le stratège n'est pas quelqu'un qui conçoit, il est quelqu'un qui conçoit, mais qui en même temps amène des femmes et des hommes à vouloir la même chose. Et donc, le stratège est un entraîneur d'hommes. Et c'est pour ça que je définis la stratégie comme vouloir et faire vouloir. Et faire vouloir, c'est le leadership. Le leadership est un outil indispensable de la stratégie. Et quand il y a des noms que je ne citerai pas aujourd'hui, des chefs d'État qui sont peut-être des stratèges, mais qui ne sont absolument pas des leaders, ils ont le plus grand mal à organiser le collectif dont ils ont besoin pour faire avancer leur nation. Et vous regrettez au début du livre qu'on forme beaucoup au savoir-faire aujourd'hui, au savoir-faire technique, beaucoup moins au savoir-faire humain, au développement des capacités d'entraînement et de mise en mouvement des équipes. Comment vous l'expliquez ? D'abord parce que c'est compliqué et parce que c'est aussi difficile de l'enseigner à des jeunes qui sont en école. C'est-à-dire qu'il faut s'être frotté à la patte humaine, avoir eu des difficultés à diriger pour comprendre que ça devient un art et que les règles ne valent pas. Ce qui vaut, c'est l'empathie, c'est l'intérêt qu'on porte aux autres, etc. Et j'ai enseigné, vous l'avez rappelé, longtemps à HEC et j'enseigne toujours à Sciences Po et je m'aperçois que le leadership n'est pas enseigné parce que c'est une matière qui est difficile. C'est difficile. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit beaucoup de livres de stratégie. Mais je pensais qu'il était mauvais d'écrire des livres de stratégie sans avoir écrit un livre de leadership. Parce qu'encore une fois, la stratégie sans leadership, ça ne sert à rien. Ça ne produit rien. Ça ne délivre rien. Et donc, dans ce livre, j'ai pas résumé, mais j'ai essayé de retirer la substantifique moelle de mes 45 ans de chef, de leader, 45 ans de leadership militaire, 45 ou civil, si vous voulez. Et donc, vous avez toujours voulu être un leader ? Je pense qu'on n'est pas militaire. Moi, ma vocation, c'était de servir la France comme officier. Et vous savez bien que vous allez diriger des hommes. L'école qui m'a formé, la première, c'est la montagne. Et j'ai d'abord appris à être derrière un guide, à comprendre comment lui-même conduisait des montagnards vers le sommet, en les faisant dépasser leur souffrance, en les amenant dans l'effort. Et ensuite, parce que j'avais été montagnard très probablement, j'ai voulu devenir officier au service de la France. Oui, bien sûr, j'ai toujours voulu être leader parce que je crois que le leader, c'est quelqu'un qui fait grandir les autres. Et vous savez, j'ai le goût des gens. Moi, j'aime bien les gens. Et je trouve le goût des autres. J'ai le goût des autres parce que je trouve que la personne humaine est tellement pleine de choses extraordinaires que ça vaut le coup de faire fructifier tout cela, si vous voulez. Et vous savez, il y a des gens qui considèrent que en fait, l'humain est capable du pire, etc. Oui, il est capable du pire, bien sûr, mais il est tellement capable du meilleur. Et le travail du leader, c'est de créer les conditions pour que l'être humain devienne tout ce qu'il peut devenir. Et il peut devenir des choses extraordinaires. Les armées, c'est quoi ? Nous recrutons des hommes qui sont ordinaires, c'est des gens, et on leur fait faire des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'on a créé les conditions et qu'on arrive à les grandir. Le leadership, c'est faire grandir. Je vais vous citer justement sur les conditions. La stratégie n'est jamais un projet intellectuel désincarné, écrivez-vous et insistez-vous même, Général Desportes. Le rôle du leadership, c'est de créer les conditions humaines du succès, développer une conscience partagée des enjeux, des risques et des circonstances à venir. Le test ultime de leadership pour un dirigeant politique, c'est toujours la guerre.
Alors, c'est toujours la guerre, je ne sais pas. Le test ultime, d'abord, c'est d'être élu ou de ne pas être élu. Parce que si je n'arrive pas à emmener derrière moi un collectif qui considère que je peux les faire progresser, les amener vers une nouvelle vision de la France, je ne suis pas élu. Après, la guerre, oui, et on voit bien, vous avez raison, on est dans un conflit qui est à la fois fascinant et extrêmement inquiétant, parce qu'il peut conduire au pire. Mais c'est assez étonnant de voir qu'on a des grandes différences entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Mais je dirais qu'une des grandes différences, c'est une différence de leadership. C'est-à-dire que d'un côté, on a une nation qui fait la guerre, elle n'a pas très bien compris pourquoi, d'ailleurs les buts changent tout le temps, et puis on a une armée qui sait pourquoi elle combat, c'est pour faire survivre un pays. Et on a un homme qui incarne ça parfaitement, c'est le président Zelensky, qui est un leader absolument incroyable. C'est un leader, on se rappelle qu'il a été humoriste, mais il était producteur. Et c'est un homme qui met son service, parce que le leader, c'est aussi quelqu'un qui produit. Il va produire de l'énergie, il va produire un engagement. Et cette différence de leadership entre les deux armées est absolument fascinant. L'armée ukrainienne est beaucoup plus petite. L'Ukraine, c'est 40 millions. La Russie, c'est 140 millions. Et Astérix résiste. Pourquoi ? Parce que l'Astérix a une vision, elle a un chef, et on voit, qu'est-ce que c'est que l'armée ukrainienne et la nation ukrainienne ? C'est des volontés convergentes vers un but unique, et c'est exactement cela que doit produire le leadership, faire converger des volontés vers une ambition commune. Zelensky est le plus grand leader du moment ? Bon, écoutez, non, je pense qu'il y a beaucoup de grands leaders. Vous savez, le leader se révèle un peu dans la crise. Hein. Si on n'avait pas eu la guerre de 40, le général de Gaulle ne serait jamais passé général, il serait resté colonel. Churchill ne serait pas devenu Premier ministre en 40, etc. Je dirais que la crise est un révélateur. D'une part, elle est un révélateur des hommes. C'est dans la crise que se révèlent les hommes. Mais on ne sort de la crise que si on a préparé le terreau. Et la difficulté, justement, des sociétés, c'est, vous savez, vous n'êtes pas leader si vous n'avez pas un peu de caractère. Et comme l'écrit très justement De Gaulle dans Le fil de l'épée, quand vous avez du caractère, vous déplaisez. Et donc, il faut arriver à supporter des gens qui ont du caractère, qui ont des visions, peut-être un peu divergentes, mais dont on aura absolument besoin pour sortir des crises. Autre leader, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé hier devant le Parlement la livraison à l'Ukraine de 14 chars de combat Léopard, alors que les Américains enverront pour leur part 31 chars Abrams. Avant de revenir sur les conséquences avec vous de ces livraisons, Général Desportes, un mot d'abord sur la prise de décision allemande. Olaf Scholz a fait l'objet depuis plusieurs semaines d'une pression intense pour renforcer son soutien militaire à Kiev, pression des Ukrainiens évidemment, mais aussi de ses alliés occidentaux et d'une partie de la classe politique allemande. Être leader, c'est apprendre à faire le meilleur choix, le moins mauvais peut-être surtout, dans un contexte de forte pression. Alors, en tout cas, vous avez raison. Je crois qu'on comprend assez vite quand on est chef qu'il n'y a pas de meilleure décision, ça n'existe pas. Parce que d'abord, il n'y a pas de décision purement rationnelle. Donc, à un moment donné, c'est effectivement un compromis et on va chercher la solution la moins insatisfaisante. Je ne peux et on ne peut que saluer la décision du chancelier Scholz. Maintenant, elle est aussi inquiétante parce qu'elle nous montre deux choses. Elle nous montre que l'Europe n'existe pas, c'est-à-dire qu'on voit les pays européens petit à petit qui prennent des décisions de manière non coordonnée et donc on n'a pas l'Europe n'est pas cet acteur géopolitique dont on a besoin. Et en creux, ce que ça nous montre aussi, c'est qu'il a fallu que le chancelier Scholz attende l'accord des États-Unis en quelque sorte. Et donc on voit bien l'état de subordination, de vassalisation dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes incapables de décider par nous-mêmes. Et ça nous montre en creux également, et c'est intéressant, que le chancelier Scholz ne croit pas à la protection donnée par l'article 5 de l'OTAN. Sinon, il aurait pu envoyer des chars. Il dit quoi qu'il arrive, si je suis attaqué par la Russie, l'Amérique viendra. Eh bien non, il a fallu encore avoir une réassurance. Ce qui nous rappelle les Polonais. Les Ukrainiens avaient demandé aux Polonais, au mois d'avril dernier, d'envoyer leurs avions pour les aider. Et le président polonais, qui demande à la France, maintenant c'est assez facile de donner des chars, avait dit à ce moment-là, d'accord pour vous donner les avions, mais ils devront décoller de Ramstein, qui est la grande base de l'OTAN en Allemagne. Et lui non plus ne croyait pas à l'article 5. Donc l'OTAN n'est pas sortie de son état de mort cérébrale dont tu avais parlé, Emmanuel Macron. Je ne dis pas ça, mais je vois bien qu'au fond, on n'y croit pas trop. De Gaulle avait compris depuis longtemps cette affaire, que la réassurance américaine, elle avait quand même des failles et qu'elle n'était pas absolument automatique. C'est pour ça que la France, et c'est formidable, est dotée d'un appareil nucléaire, d'un outil de dissuasion qui la protège. C'est absolument vital. Mais on voit là que quand les pays occidentaux sont confrontés à
à cette montée en puissance, ils veulent l'aval parce qu'ils sont pas sûrs que ça va marcher, l'article 5, et donc ils demandent une réassurance. On voit bien que le monde d'aujourd'hui est en train de changer complètement et qu'il faut absolument qu'on s'élève un peu au-dessus de cette guerre que l'Ukraine doit gagner, pour arriver à repenser la paix de demain et à repenser le système international qui s'est complètement délité, qui se délitait depuis longtemps, mais qui se délite complètement dans cette guerre. Général Desport, dans combien de temps ces chars allemands et américains seront opérationnels sur le terrain ? Alors, votre question est tout à fait intéressante, effectivement, parce qu'ils ne vont pas changer la donne maintenant. On parle de l'automne pour les chars américains et on parle de mois, c'est-à-dire avril-mai pour les chars allemands. Parce que ça prend du temps et parce qu'il faut former. Ce sont des chars de conception occidentale. Pour l'instant, les Ukrainiens savent servir des chars rustiques de conception russe, et là on change complètement. Ne serait-ce que le temps qui est nécessaire pour former les mécaniciens. C'est la complexité des chars demande des mécanos complètement formés, des ingénieurs, c'est des ingénieurs qui réparent ces chars-là. Donc on voit bien qu'il faut du temps. Ensuite, en termes de volume aussi, en termes de volume et en termes de c'est des chars, c'est pas du tout des chars, c'est des chars dont l'avantage comparatif est de pouvoir tirer en roulant extrêmement loin. Et donc c'est un nouveau type de combat. Ce type de combat, ils savent pas le faire, les Ukrainiens, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc il faut que les chars arrivent, il faut que la logistique soit en place, il faut que les gens soient formés, et puis ensuite les chars, on va pas les envoyer à un, ça ne servira à rien. Donc il faut le temps de constituer des unités, des bataillons, des brigades, des divisions probablement capables d'utiliser ensemble ces chars de manière optimale. Sinon, on les envoie au casse-pipe et ça sert à rien. Donc, on voit qu'il y aura un effet et qu'il fallait faire ça, mais ça va prendre du temps. D'où la nécessité pour l'Ukraine de tenir jusqu'au moment où ces chars seront utiles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que cette guerre qui doit être gagnée par l'Ukraine, il faut absolument que les Russes commencent à avoir la certitude qu'ils ne peuvent pas gagner. Parce qu'ils ne céderont à rien. Tant qu'ils penseront pouvoir gagner, ils vont continuer cette guerre-là. C'est pour ça qu'il faut absolument armer l'Ukraine, il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle puisse attaquer. Alors qu'une offensive russe se prépare. On ne sait pas, mais c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que les chars sont utiles offensivement pour aller reconquérir le terrain qui a été les 15% d'Ukraine qui ont été volés par la Russie. Mais en même temps, il faut pouvoir éventuellement arrêter une offensive blindée russe, et ça, vous pouvez le faire qu'avec des chars. Donc, il y a urgence. Mais il y a urgence aussi à penser la paix de demain. Pour l'instant, on ne pense la guerre que pour la guerre. Et il faut qu'on ait une exit strategy, diraient les Américains, une stratégie de sortie pour qu'à un moment donné, on puisse sortir de cette guerre. On ne sort pas de la guerre par la guerre. La guerre doit être conduite en fonction de la paix que l'on veut obtenir, avec par exemple une question. Veut-on, nous, occidentaux, que la Russie s'effondre, que l'empire russe disparaisse? La réponse est évidemment non. Donc quand Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas humilier les Russes tout en protégeant les Ukrainiens, il a raison de garder cette dialectique? Non, je dirais, il a raison sur le fond, il a eu tort dans la forme, il a eu tort dans le tempo. On ne peut pas dire une vérité pas correctement ou pas comme il faut le dire et pas au bon moment. C'est pas un problème d'humilier la Russie. C'est pas le problème. Imaginons demain, la Russie s'effondre. On est dans un scénario à la yougoslave. C'est-à-dire qu'il y a 89 sujets, 22 républiques, etc. La Russie est un empire qui ne tient que dans la guerre, par un pouvoir fort. S'il n'y a plus de Russie, alors il y a des volontés irrédentistes partout, et donc les guerres vont se propager. Par exemple, le Tatarstan, on n'attend que ça pour se séparer de la Russie. Les républiques orientales de la Russie. Ça rappelle le livre d'Hélène Carrère-Dancos pendant la guerre froide. Oui, mais on n'est pas sur les mêmes thèmes. C'est-à-dire que Carrère-Dancos, madame la secrétaire perpétuelle, avait particulièrement raison, mais là, elle disait c'est les religions qui vont faire ça. Là, c'est pas les religions. C'est-à-dire que si la Russie s'effondre complètement, on part vers des années de guerre interne à la Russie et externe. Et on part, ce qui est encore plus dangereux, vers une reprise des démarches impériales. Deux en particulier,
la démarche impériale chinoise. Il est clair que s'il n'y a plus de Russie, eh bien la Chine va traverser le fleuve Amour pour aller se saisir des terres orientales de la Russie dont elle a besoin. La Turquie, qui a été contenue par 2 traités au 19e siècle, va reprendre. La Turquie a une envie, c'est de reprendre la Crimée, parce qu'elle dit, au fond, la Crimée, c'est turc, si vous voulez. Et puis, l'effondrement de la Russie, c'est la disparition de l'Arménie. Forcément, l'Azerbaïdjan va reprendre. Donc, je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis, en tout cas, c'est possible. Et donc, oui, gagner la guerre, mais on voit bien qu'il y a des conséquences qui seraient mauvaises. Donc, il faut arriver à comprendre le projet politique qu'on doit avoir après cette guerre-là, pour simplement, qu'est-ce qu'il faut ? La paix de 91, elle a duré que 30 ans. Là, on est retombé dans la guerre. Et la paix qu'on doit établir maintenant, c'est une paix dont j'espère qu'elle durera plus de 30 ans. Donc, il est temps de penser, et de penser le monde. Le système de 45 qui correspond à la volonté et aux droits des vainqueurs, ce système de 45-là, était en déliquescence et s'est effondré. Et donc, il faut repenser le monde de demain, un monde qui sera plus équitable, probablement, dans lequel une puissance comme l'Inde, qui sera dans peu de temps la première puissance en termes de démographie, qui sera très rapidement la 3e puissance économique, elle dit aujourd'hui, j'ai pas mon mot à dire. Qu'est-ce que c'est que cet ordre-là ? Vous savez... Notamment au Conseil de sécurité, en tant que membre... Vous savez, il est mort, le Conseil de sécurité. Il est totalement décrédibilisé. L'ONU, en soi, n'est pas morte. Et il y a un certain nombre d'agences qui vont continuer à vivre. Mais le Conseil de sécurité, à partir du moment où il a en son sein un des États qui s'engage dans une guerre qui est contraire à tous les principes des Nations Unies, le Conseil de sécurité en lui-même est mort. Et pour le changer, il faudrait que la Russie veuille bien. Donc on voit bien que on a le droit de veto. Voilà, donc on a des tas de choses à repenser. Et nous, occidentaux, on doit bien comprendre que ce qui unit ce qu'ils appellent le Sud global, c'est la volonté de désoccidentalisation du monde. Et donc c'est à nous de comprendre que le monde d'hier a déjà disparu, va s'effondrer, et c'est à nous de concevoir de nouveaux équilibres dans lesquels il faudra vivre avec des gens qui n'auront pas notre culture, qui n'auront pas nos religions, qui seront différents. Mais il faut établir un système nouveau. Le système bâti sur la volonté des vainqueurs de 45 est mort. Il faut y penser. On a 2 choses à penser. 1, quelles sont les conditions qui peuvent produire la paix demain ? Ça, on n'y pense pas. La guerre ne produit jamais la paix. La guerre, elle produit la guerre. Donc, quelles sont les conditions qui permettront enfin d'arriver à la paix ? Moi, je n'ai pas d'avis, mais en tout cas, il faut réfléchir. Et deuxièmement, ça va déboucher sur un nouveau monde. Et si je n'ai pas conçu déjà une idée de ce nouveau monde-là, eh bien, je ne peux pas non plus concevoir la paix. Donc, on voit que les vrais sujets sont, 1, acculer la Russie à la défaite, mais en même temps, penser le jour d'après. Justement, Général Vincent Desportes, la guerre a donc démarré il y a maintenant 11 mois. Dans chaque camp, les résultats militaires sont, à votre avis, suffisamment nets, les objectifs, ou certains d'entre eux suffisamment atteints pour imaginer dès à présent, comme vous le disiez à l'instant, une sortie de guerre, une sortie de crise diplomatique, comme l'ont suggéré ces dernières semaines, dans un premier temps d'abord Henry Kissinger, l'ancien conseiller à la sécurité nationale américain, et plus récemment l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, Pierre Lellouche. Est-ce que chacun des camps a déjà intérêt à imaginer une sortie de crise diplomatique ? Mais tout le monde a intérêt. Alors, est-ce que les conditions se réunissent pour bâtir ça ? Non. Parce que pour l'instant, la défaite est impensable pour le pouvoir du Kremlin et la victoire est toujours possible. Et donc, tant qu'on sera là, ça ne marchera pas. Et donc, effectivement, il faut continuer à réarmer l'Ukraine pour acculer. Vous savez, je vais vous expliquer, enfin, vous le savez parfaitement, mais pourquoi est-ce que les Allemands décident d'arrêter de faire la guerre en 1918 ? D'une part, parce qu'ils sont acculés à la défaite. Ils ont bien compris qu'ils ne peuvent plus gagner la guerre. Ils peuvent continuer jusqu'à Berlin, comme ils le font en 1945. Mais ils ont compris que c'est plus possible de gagner. Et en même temps, le président Wilson avait proposé un projet de paix en janvier 1918. Ça s'appelle les 14 points de Wilson. En janvier 18, les Allemands disent « on n'en veut pas, on est en train de gagner la guerre ». C'est le traité de Brest-Litov, ils considèrent qu'ils vont encore gagner la guerre. D'ailleurs, ils lancent une grande offensive qui, justement, va être arrêtée par les Alliés, qui vont les repousser vers l'Est. Et au mois d'octobre 1918, le chancelier allemand, qui s'appelle Max de Made, se dit « Ok, je ne peux plus gagner la guerre ». Et il se rappelle à ce moment-là qu'il y a eu un projet de paix. Et donc, il ne va pas demander la paix aux Français. Il va dire aux Américains « Écoutez, il y a un projet, il n'est pas si mal que ça ». Et donc, pourquoi ? Donc, il accepte la défaite
Parce que d'une part, il est acculé, ce qui n'est pas encore le cas de Poutine, et parce qu'il a un projet qui est Il y a un plan de sortie de acceptable. crise. Il y a un plan de sortie de crise qu'il peut accepter. Et donc, je crois qu'il faut le construire, ce plan-là. On a des diplomates qui savent faire ça, dont c'est le métier. Peut-être pas vouloir traiter tous les problèmes aujourd'hui. Doit-on aujourd'hui traiter le problème de la Crimée, par exemple? De la Crimée, c'est pas absolument évident. Vous savez, il y a un parallèle qui est très intéressant, c'est la SAR. La SAR, en 1919, au moment du traité de Versailles, on ne sait pas si elle est française, si elle est allemande, etc. Donc, on ne traite pas. Et on dit, les gars, vous êtes sous gestion de la SDN, et puis on fera un référendum plus tard. Et donc, voilà, ça se passe comme ça. Et en 1935, il y a un référendum, et les Sarrois disent, nous, on veut être allemands. Et la France, qui avait le droit international d'exploiter la SAR, se retire de la SAR. Ce que je veux dire, on ne peut pas régler tous les problèmes tout le temps. Il faut donner du temps au temps. Il faut d'abord acculer la Russie à la défaite et construire quelque chose qui va permettre une sortie de crise. L'autre sortie de crise, c'est la guerre atomique. Ne l'oublions pas. L'armée, le pays qui est acculé, le président Poutine a 6000 têtes nucléaires en parfait état de fonctionnement. Donc il faut trouver une sortie de crise qui sera autre que celle-là. Et donc il faut... C'est le travail des diplomates, c'est le travail des politiques. Il faut arriver à penser ce projet-là. Il ne s'agit pas de ne pas humilier la Russie, il ne s'agit pas d'avoir des garanties de sécurité. Il s'agit de proposer quelque chose qui puisse paraître acceptable aux Russes et qui disent « Ok, on ne gagnera pas, c'est sûr, là. » Et on prend cette affaire-là. Général, vous parliez tout à l'heure des conséquences à moyen terme et à long terme aussi de cette guerre. Est-ce qu'elle réinstalle les États-Unis comme un acteur géopolitique majeur sur le continent européen après plusieurs années de pivot, de balancement vers l'Asie? Alors, je dirais oui et non. Alors, oui, parce que cette guerre, une des conséquences de cette guerre a été une vassalisation accrue de l'Europe vis-à-vis des Américains. Et on voit bien là, par exemple, Jean des Scholz, il demande est-ce que le parrain est d'accord ou pas. Donc on voit bien qu'on a perdu en autonomie. Et cette guerre, elle renforce chacun des pays, mais elle diminue l'Europe. Elle la divise, etc. Donc oui, ça raffermit la centralité des États-Unis. Mais en même temps, n'oublions pas que les États-Unis n'échangeront pas leur tendance, qui est le pivot annoncé par Obama, qui est le pivot vers l'Asie. Et on a bien vu que on peut changer complètement de sens de l'action en fonction des gouvernements américains. C'est pour ça qu'on ne peut jamais être sûr de ce que fera l'Amérique dans 2 ans maintenant ou dans 6 ans. On ne sait pas. Et donc c'est pour ça que l'Europe, qui a des intérêts particuliers, une culture à défendre, il faut qu'elle trouve son autonomie stratégique maintenant. C'est de plus en plus difficile. C'est pour ça que la guerre fait du mal à l'Europe. Parce que cette guerre est en train de diviser l'Europe profondément en plusieurs parties, mais en particulier entre les pays que j'appellerais du front et les pays qui ne le sont pas. Donc il faut que cette guerre s'arrête. Pour s'arrêter, il faut porter un coup dur à M. Poutine, mais en même temps, il faut réfléchir à la paix. Alors, des frappes massives de missiles russes ont frappé la nuit dernière Kiev. Dans quelle mesure, général Vincent Desportes, Moscou considérera désormais des pays comme l'Allemagne, les États-Unis, l'Espagne ou la Pologne comme, et peut-être d'ailleurs demain la France, comme des co-belligérants? Bon, écoutez, d'abord vous avez raison de dire, c'est lui qui considérera. Le président Poutine n'a plus rien à faire du droit occidental et donc du droit qui a établi la co-belligérance ou la non-co-belligérance. Donc celui qui décide, c'est lui. Et donc, au fond, c'est lui qui va décider de l'insupportable à un moment donné. Et pour l'instant, on voit bien, lui craint de faire la guerre contre l'OTAN, parce qu'il a tout à perdre, comme tout le monde, si vous voulez. Mais à partir du moment, ok, c'est l'OTAN qui m'attaque, vous êtes en guerre, alors on rentre bien dans une guerre entre la Russie et l'OTAN, et tout le monde a y perdre. À la fois les pays européens, les États-Unis et la Russie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, les Occidentaux, et c'est bien comme ça, renforcent l'armement ukrainien, et à chaque fois, le président Poutine recule. Mais un pays, c'est comme un ressort. Si vous le tassez, au bout d'un moment, il va repartir. C'est un peu ce qui s'est passé le 24 février dernier. Hein. Bon, et donc il va repartir en avant. Donc il faut savoir que ça peut se passer. Et donc on serait parfaitement irresponsable de ne pas penser le coup d'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Jusqu'où doit-on aller? Jusqu'où doit-on aller? Jusqu'où ne faut-il pas aller trop loin? Oui, il faut aller jusqu'à la perception de la Russie qu'elle ne peut plus gagner, mais derrière, comment arriver à sortir? On ne sortira pas de la guerre par la guerre. C'est ce qu'a dit Clausewitz il y a 200 ans. La guerre, si vous la laissez faire, eh bien, elle monte aux extrêmes et elle détruit le monde. C'est aux hommes politiques, aux philosophes, aux diplomates d'arriver à réfléchir maintenant
il est temps, le coup d'après. Pensez la suite, donc, Général Vincent Desportes, vous écrivez dans votre livre que le leader doit prendre en compte les hypothèses, que ces hypothèses de départ peuvent s'avérer finalement erronées. Pire peut-être encore que ces décisions initiales excellentes sur le papier ont des conséquences inattendues. Comment continuer à avancer malgré tout ? Eh bien, vous savez, le leader, c'est quelqu'un qui croit. J'ai la foi. Je crois en quelque chose, pas pour moi, mais parce que je crois que c'est pour le bien des femmes et des hommes qui me sont confiés. Mais ce que vous avez dit au début est tout à fait, ce que vous venez de dire est tout à fait important. C'est-à-dire que en stratégie, pour un leader, je construis toutes mes décisions sur des hypothèses qui vont s'avérer vraies ou fausses. C'est-à-dire que le principe du leader et du stratège, c'est qu'il dirige des êtres humains libres et qu'il ne sait pas exactement comment ça va réagir, comment les gens vont interpréter. Donc il fait des hypothèses qui s'avèrent généralement inexactes. Et il va continuer à avancer parce qu'il voudra, mais surtout parce qu'il aura créé un collectif qui continuera à vouloir avancer et donc qui sera capable de lui-même d'adapter une décision toujours imparfaite à la réalité rencontrée. Donc foi, volonté, capacité d'adaptation, donc liberté d'action au plus bas niveau, de manière à ce que chacun s'adapte en convergence vers l'objectif aux difficultés rencontrées tous les jours. Conséquence inattendue de ces livraisons de chars et peut-être demain de F-16 américains, on en parle dans la presse. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Le nucléaire, côté russe ? Écoutez, non, pas tout de suite, là, pas tout de suite, évidemment, mais encore une fois, les sorties de crise pour M. Poutine, c'est je gagne la guerre. À mon avis, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Donc, il va la perdre. Il va la perdre. Et donc, pour sortir de la guerre, il y a deux solutions pour lui. Soit, effectivement, j'utilise les dernières armes dont je dispose, qui sont des armes atomiques. Au départ, ce sera des armes de petit calibre, je dirais, ou tactique, si on veut, sur l'Ukraine. Et puis, ça peut monter extrêmement vite. Donc, soit j'utilise ces armes-là, soit à un moment donné, je me saisis d'un projet de paix qui me paraît acceptable. Il entraîne aujourd'hui sur les tables des diplomates, hein, un projet de paix qui paraît à peu près acceptable. Et je sors... Hors Crimée, donc. A priori. Je sais pas. Vous savez, il faut donner du temps au temps. C'est pour ça qu'il y a une diplomatie, c'est pour ça qu'il y a du temps long. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut construire qui sera à peu près acceptable. Et encore une fois, ce qui n'était pas acceptable pour les Allemands en janvier 1918, ils sont extrêmement heureux de s'en saisir en octobre 1918. Et donc, on prévoit quelque chose et au fond, ce qui joue, c'est quand même la situation sur le terrain. Et vous savez, avant d'aller sur un tapis vert, on va au combat et puis on voit ce qui se passe. Les négociations de Paris entre le Vietnam du Nord et les Américains qui se passaient à Paris justement, hein, ont duré 4 ans. Ça a duré 4 ans. Et chacun, pendant ces négociations, a cherché à bombarder encore davantage l'autre, etc. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas céder sur le plan militaire, parce que on va négocier à partir du rapport de force, à partir des lignes, etc. C'est toujours comme ça. Donc, il faut, encore une fois, être capable, ce que nous ne sommes pas capables de faire depuis le début, penser le présent et penser l'avenir en même temps, et pas dans une séquence. Je ne façonne correctement le présent que si je sais vers quoi je dois l'emmener. Et donc, je dois penser l'avenir. Alors, vous écrivez également, Général Desportes, que le dirigeant a 3 rôles, le leader a 3 rôles, intellectuel, matériel et moral. Il doit fixer le cap, puis trouver les moyens nécessaires à son action, ce qui l'amène à réfléchir à la solution la plus efficace pour optimiser ses ressources par nature limitée. Pour revenir à l'actualité, c'est précisément le défi du moment de Volodymyr Zelensky. Optimiser ses ressources. Exactement. Et c'est un choix qu'il est en train d'équilibrer avec les militaires, si vous voulez. Et le politique, il a une contrainte particulière, c'est qu'il y a des décisions qui militairement paraissent bonnes, qui ne peuvent pas être prises au niveau politique, si vous voulez. Moi, je pense toujours à Verdun. Hein, on conduit Verdun alors que ça n'a pas de sens stratégique, mais parce que Poincaré ne peut pas lâcher Verdun. Il y a déjà eu tellement de morts. Et c'est un peu le problème de Bakhmout aujourd'hui, et puis de Soledar qui a d'ailleurs lâché. Mais c'est de dire, parce que les Américains disent il faut lâcher ça là. Oui, mais probablement il est dans la situation de Poincaré en 16. Il dit je peux pas lâcher parce que moi, si je lâche là, je passerai pour quelqu'un qui a laissé mourir des gens pour rien. Et donc on voit bien que oui, il y a une question de moyens, mais ensuite il y a un équilibre aussi entre la rationalité militaire et la rationalité politique. Il est d'ailleurs normal que ce soit la rationalité politique qui l'emporte in fine.
Général Vincent Desportes, on va se séparer en musique, c'est une tradition dans cette émission. Et en cette semaine de commémoration de la libération des camps de la mort nazie, on va écouter Itzhak Perlman interpréter un extrait de la bande originale du film La liste de Schindler, signé John Williams, le violoniste qui est accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Général Vincent Desportes, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier livre publié aux éditions Odile Jacob, Devenez leader. Merci à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci à vous.